Bonjour à toutes et à tous. Image inédite à l'appui, la documentariste française Ruth Zilberman a signé un nouveau film sur le procès Slansky, fabriqué en 1952 par le régime communiste dans le plus pur style stalinien. C'est à ce film documentaire exceptionnel que nous consacrons cette émission hebdomadaire préparée pour vous par Radio Prague International. C'est avec Alexis Rosenzweig. Quand se sont élevées les voix du peuple contre les sionistes, ils ont commencé à hurler contre le danger de l'antisémitisme pour couvrir le fait qu'ils mettaient en avant les intérêts de classe de la bourgeoisie juive et via le sionisme international, ceux de l'impérialisme américain. Et pourquoi aujourd'hui est assise sur le banc des accusés cette bande conspiratrice comme un nid de rats piégés, haïs et méprisés par tous les gens de notre pays? C'est parce que la force de la pensée du socialisme renforce le patriotisme de notre peuple, son enthousiasme constructif, sa confiance sans faille envers notre parti, sa direction et le camarade Gottwald et notre amour insurpassable envers l'Union soviétique. Cette voix, ce timbre, ce ton, ce débit et ce réquisitoire venimeux ont marqué l'histoire de la Tchécoslovaquie et symbolisé l'une des pages les plus sombres de la période communiste à Prague. En conclusion, le procureur Josef Urvalek demande en novembre 1952 la condamnation à mort des 14 accusés dans ce qui reste connu aujourd'hui comme le procès de Prague ou le procès Slansky, du nom de Rudolf Slansky, secrétaire général du Parti communiste, arrêté il y a tout juste 70 ans, en novembre 1951. Le procès Prague 1952, c'est le titre du nouveau documentaire réalisé par Ruth Zilberman pour Arte, à partir d'archives retrouvées par hasard en 2018 dans un entrepôt de la banlieue de Prague. Des bobines de films d'une valeur historique inestimable qui ont servi de point de départ à la documentariste, partie à la rencontre des descendants de 3 des condamnés, la fille et le fils de Rudolf Slansky et de Rudolf Margolius, tous deux exécutés après le procès, et les 3 enfants d'Arthur London, condamné à perpétuité avant d'être libéré ensuite, et auteur du livre adapté à l'écran dans L'Aveu par Costa Gavras. Ruth Zilberman, qui a déjà travaillé notamment sur la dissidence tchécoslovaque, vient de terminer la post-production de son documentaire qui sera projeté prochainement dans bon nombre de festivals. Elle a accordé à Radio Prague International le premier entretien consacré à ce film poignant. Bonjour Ruth Zilberman. Bonjour. Comment est-ce que vous avez entendu parler de cette découverte exceptionnelle des archives retrouvées par hasard dans la proche banlieue de Prague? Écoutez, tout simplement en lisant le journal. C'est vrai que dès que je lis quelque chose dans le journal français qui arrive de la République tchèque, j'y porte un œil très intrigué. Donc aucune information ne m'échappe, je peux dire. Et en fait, pour vous dire la vérité, j'ai vu passer l'information de cette découverte très exceptionnelle. Et puis, je me suis dit non, je vais pas commencer à aller voir là-dedans, c'est bon. Et puis, en fait, tout simplement, quelques mois plus tard, un producteur assez malin m'a dit « Mais est-ce que tu as vu passer cette information ?» J'ai dit « Oui ». Et il m'a dit « Écoute, ça serait quand même bien d'en faire un film. » Et là, j'ai pas pu résister à cette demande, en fait. Donc, voilà, c'est vrai que cette information m'avait beaucoup frappée. Elles sont exceptionnelles, ces images, par leur contenu évidemment, mais par leur qualité aussi. Incroyable, le son, l'image, parfait. Ah oui, c'est magnifique. Je dois dire que j'ai travaillé, en fait, pour vous dire la vérité, j'ai travaillé d'abord, je les ai découvertes évidemment aux Archives nationales, et je tiens vraiment à souligner l'accueil et le travail remarquable des équipes des Archives nationales, en l'occurrence Émilie Benešová. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé, comme on travaille souvent, vous savez, avec des archives compressées. Le montage s'est fait avec des archives compressées. Et c'est qu'à la fin du film que j'ai vraiment récupéré toutes les archives en 4K. Et que c'était comme une redécouverte de ces archives. Elles sont absolument stupéfiantes en termes de qualité, au-delà même de leur contenu. Mais
c'est pas simplement formel, c'est vrai que la qualité exceptionnelle de ces archives et de leur restauration donne encore plus évidemment un sentiment d'immersion et accentue évidemment l'effet qu'elles peuvent produire. Combien d'heures avez-vous visionné et qu'avez-vous perçu? Je suppose que vous le dites d'ailleurs dans le film que vous cherchez des signes de torture chez tous ces accusés. Qu'est-ce que vous avez pu voir, déceler? Alors, je cherchais pas tant des signes de torture en fait. Bon, alors comme vous le savez, je ne suis pas tchécophone. Mon apprentissage du tchèque, malheureusement, n'a pas été très concluant. Donc, c'est vrai que j'ai dérushé, que j'ai regardé toutes ces archives, toujours avec à la fois une traductrice à côté de moi ou avec des traductions qui avaient été faites du procès. Donc, ce qui était un petit peu particulier, mais aussi le fait, en fait, de ne pas parler tchèque et donc d'être extrêmement, au départ, très sensible finalement au visage tout simplement des accusés, à leur expression, a donné aussi une sorte de petit décalage où j'étais extrêmement sensible tout simplement à ce qui ne passait pas dans la récitation, dans le langage, mais tout simplement à des soupirs, à des répétitions, à des absences. Et je pense que c'était intéressant finalement, enfin que ma non-maîtrise du tchèque, paradoxalement, était assez intéressante dans le premier visionnage que j'ai pu faire de ces archives. Et c'est vrai que j'étais très attentive à tout ce qui pouvait finalement être à côté de cette pièce de théâtre que constituait ce procès, ce qui était le micro-déraillement en fait. Donc oui, c'est vrai et c'est quelque chose que j'ai tenté de reproduire finalement dans le film parce que en fait, en réalité, évidemment pour des Tchèques qui connaissent bien l'histoire de leur pays, ces archives, elles ont tout de suite un potentiel dramatique immédiat. Mais pour des gens qui sont moins informés voilà des procès des années 50, etc. Par exemple pour des Français ou pour des Allemands, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement monocorde, répétitif. Elles sont pas spectaculaires ces archives au fond. Et c'est que il faut attirer le regard sur justement les restes d'humanité qui sont qui sont comme en état de latence en fait dans ces images. Dans ces mini-déraillements dont vous parlez, il y a notamment des trous de mémoire dans ces dialogues que les accusés ont dû apprendre par cœur. Un qui m'a marqué, c'est celui de Rudolf Slansky et un des procureurs fait office de souffleur en fait. Oui, absolument. Oui, et puis ça arrive à beaucoup, enfin à un certain nombre d'accusés. Mais en fait, vous savez, le cheminement du film tel que j'ai essayé de le construire, c'est que ces archives, je les présente assez rapidement, en fait, évidemment. Et en fait, tout le mouvement du film est en quelque sorte à la fois de rétablir un petit peu le contexte dans lequel, évidemment, ce procès a pu avoir lieu, mais c'est aussi pour que, quand on arrive à la séquence du procès, c'est-à-dire que quand on voit ces images, et je pense à Slansky, mais je pense aussi évidemment à cette séquence, enfin à ce moment qui moi continue à me bouleverser de Margolius, des derniers mots de Rudolf Margolius pendant le procès, que ces archives qui ont l'air anodines, je dirais, que tout à coup toute leur violence et leur caractère presque irregardable en fait quand on y pense, en fait elles sont irregardables pratiquement ces archives. On n'y voit pas des gens qui se font tuer sur le champ, on n'y voit pas des massacres, mais elles sont d'une violence telle que pour moi elles sont irregardables et c'est tout le processus du film que l'on comprenne à quel point qu'on comprenne la violence qu'elles produisent en fait. De quelle violence elles sont faites. Et c'est ce que dit le fils de Rudolf Margolius dans le film, Ivan Margolius, que lui ne peut pas les regarder, ne veut pas les regarder. Absolument. Et d'ailleurs, je dois dire que c'était quand j'ai contacté, que ce soit Ivan Margolius, les enfants d'Arthur London ou Marta Slanska, peu avaient regardé l'entièreté des archives. Certains, par exemple Michel London, avaient regardé l'entièreté des archives, mais Ivan Margolius ne s'était refusé à le faire. Et c'est vrai que c'était compliqué pour moi parce que je me disais mais il y a un moment où il va être obligé de le faire, il va regarder le film. Et j'ai été très frappée en fait par le fait qu'il voulait pas regarder ces archives.
Il était hors de question, par exemple, de les commenter avec lui, de les regarder avec lui. Elles sont incandescentes, en fait, ces archives. Avez-vous contacté d'autres descendants? Oui, alors j'ai contacté Hanna Freikova, qui est une femme très exceptionnelle et puis qui a écrit aussi une très belle pièce que j'ai été voir à Prague, où elle ne parle pas tant du procès finalement que de cette sorte de conséquences évidemment du procès sur sa famille, sur elle-même. Et puis finalement, le cas de Hanna Freikova, dont le frère, comme vous le savez peut-être, qui était un jeune homme à l'époque et qui vit maintenant aux États-Unis, a écrit cette lettre, a été contraint d'écrire cette lettre terrible sur son père. Je pense que c'était quelque chose de tellement fort et de tellement à part que j'ai Pour nos préféré auditeurs, je finalement ne pas rappelle que, pardon, pour nos auditeurs, je rappelle que cette lettre, c'est une lettre du fils demandant la condamnation à mort de son père. Terrible. Voilà. Donc je me suis dit que finalement c'était encore quelque chose à part et qu'il aurait à la limite fallu lui consacrer un film en entier. Voilà, j'ai contacté Hanna Freikova. Pour vous dire la vérité, au départ, j'ai regardé évidemment. Je sais que les fils de Karel, de Schling, de Otto Schling, enfin en tout cas l'un d'entre eux, à mon avis, est encore vivant. Il y avait un autre accusé qui m'intéressait beaucoup, qui était Otto Katz, alias André Simone. Et donc j'ai commencé à faire des recherches, enfin beaucoup de recherches. Bon, même si lui, sa fille était née dans les années 20 en Allemagne, donc il y avait peu de chances qu'elle soit. D'abord, elle vivait même pas en République tchèque, enfin en Tchécoslovaquie à l'époque. Bref, tout ça pour vous dire que oui, j'ai cherché à contacter d'autres enfants et puis rapidement, malgré tout, je me suis dit qu'il fallait, même dans les limites du film, qui était 70 minutes, je pouvais pas non plus évoquer tous les accusés, c'était hors de question. Donc mon choix s'est finalement porté sur Marta Slanska, Ivan Margolius et Arthur London, qui était aussi évidemment, bon, les London, c'était évident parce que L'Aveu, comme vous le savez, a été vraiment un film qui a marqué, qui a été très important en France, que ce soit le livre d'ailleurs de Arthur London ou le film de Costa Gavras. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment trois manières d'être communiste assez différentes. C'est trois personnes qui sont venues au communisme de façon différente, qui l'ont vécu de façon différente. Donc, je trouvais ça aussi intéressant parce que ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, de montrer des trajectoires aussi, de ne pas, de se demander finalement comment ces gens sont venus au communisme. Qui sont tous les trois juifs également, comme la majorité des accusés dans ce procès. C'est d'ailleurs un symbole assez terrible également que ces archives aient été trouvées à Panenské Březány, résidence du protecteur du Reich, du dignitaire nazi Heydrich. Absolument, absolument. Non, non, c'est complètement fou. Non, ben, l'histoire parfois a ces sortes d'ironie, comme dirait Milan Kundera, qui soulignait par exemple, vous voyez que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais que le coup de Prague, enfin la fameuse allocution de Gottwald au Palais Kinski, ben, c'était le lieu où avait étudié plus enfant Franz Kafka. Donc vous voyez, je suis très attentive aux lieux et aux coïncidences dans les lieux, donc celle-ci évidemment a été assez incroyable. Et à propos de ces lieux, vous avez tourné dans plusieurs endroits, autres endroits symboliques de Prague. Je pense à la prison de Ruzyně, Pankráce et d'autres lieux également. Est-ce qu'il y a un lieu pour vous de Prague qui marque cette histoire, qui marque ce XXe siècle? Écoutez, il y en a tellement que là, je saurais plus. S'il fallait en choisir un. Ah non, j'arriverai pas. Mais autant vous dire que les tournages, surtout à la prison de Ruzyně, a été très, très, très impressionnant. Là encore, je dois dire que de toute façon, l'accueil qu'on a reçu, que ce soit à Pankráce, à Ruzyně, enfin pas, parce que c'était pas simple de tourner là-bas, ont été vraiment assez incroyables. Mais le tournage à Ruzyně, c'est quelque chose qui était vraiment très dur. Bon, d'autant plus que de toute façon, c'est une prison qui est encore évidemment en activité, quoi. Même si on n'y commet plus le genre de crime qu'on y commettait à l'époque. Pour revenir à ces archives, ça a été facile de travailler dans ces archives, avec ces archives?
Écoutez, oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement j'ai un petit peu regardé tout, où j'avais choisi quels étaient les accusés que j'allais suivre plus, voilà, plus spécifiquement, et une fois les barrières de la langue un petit peu dépassées, aussi surmontées. Oui, c'était évidemment, alors ça faisait référence à chaque fois. Enfin, il faut un tout petit peu connaître comme histoire à la fois des procès, l'histoire du communisme. C'est vrai que c'est des choses à la fois que j'avais quand même un petit savoir préexistant, et puis j'ai beaucoup travaillé sur toute la littérature historique existante, en tout cas celle qui m'était accessible, puisqu'encore une fois, je ne suis pas tchécophone, donc soit la littérature traduite en français, les livres de Karel Kaplan par exemple, qui datent un petit peu, ou d'autres plus récents traduits en anglais. Donc oui, c'était une grosse masse, on va dire, parce que j'ai non seulement travaillé, comme vous en doutez, sur les archives visuelles, mais j'ai aussi fait un gros travail aidé par mon assistante exceptionnelle Catherine Radoza, qui m'a traduit, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, sur les archives papier, qui sont donc qui sont numérisées pour la plupart. Et donc j'avais pas besoin d'être tout le temps à Prague pour travailler dessus, et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé aussi sur ces archives-là, sur les dossiers constitués contre les accusés, les dossiers de la police secrète. Ça a été un gros travail aussi, parce que je dois dire que on connaît la méticulosité des services de la STB, etc. Mais là, c'était des dossiers de 500 pages, enfin de 1500 pages. Enfin, je ne veux pas vous dire que je les ai tous lus avec la même attention, mais c'était une énorme immersion aussi dans ces archives-là, dans ces archives papier, dans ces archives écrites. Est-ce que vous avez revu l'aveu depuis avec de nouveaux yeux? Oui, bien sûr. Ouais, non, c'est un film finalement qui est assez, d'abord qui est très fort, et puis bon, la performance de Montand est assez incroyable. Je dois dire que j'ai évidemment revu l'aveu, et puis j'ai surtout vu, vous savez, ce petit film de Chris Marker qui a fait un petit film sur le tournage, une sorte de mini making of sur le tournage de l'aveu, où on voit Arthur London regardant Montand dans une sorte de mise en abîme assez étonnante. Et c'est vrai que voir London sur le tournage du film de Gavras, c'est quelque chose qui donne un petit peu le vertige quand même. C'était la documentariste Ruth Zilberman, auteure d'un nouveau documentaire intitulé Le procès, Prague 1952, à propos du procès de Rudolf Slansky et de 13 autres accusés condamnés à mort et à perpétuité. C'est la fin de cette émission, préparée aujourd'hui par Alexis Rosenzweig et présentée par Magdalena Hrozinkova. D'ici la semaine prochaine, vous pouvez suivre l'actualité tchèque en français sur le site de Radio Prague International, français.radio.cz, et sur nos réseaux sociaux. Portez-vous bien, naslyšenou.